Et salut, des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain, et c'est tout de suite. Le drôle de personnage qui donne vie aux folies des artistes grâce à l'encre et au métal, c'est René Tazé, maître d'art imprimeur taille douce. Rami Fischler aime les choses qui durent dans le temps. Ça tombe bien, il a 1000 idées qui donnent toujours naissance à de beaux projets chantiers en cours. Petite bourse économe aux consommateurs malins, ouvrez les yeux mais pas le portefeuille, c'est pari gratuit. La betterave, vous la préférez en salade, la créatrice de Howl, elle s'en sert comme teinture. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française. C'est Point de Vue. Le matin, il vous offre le café. Le midi, il repart votre guidon tordu. Et le soir, vous passez leur acheter une nouvelle sonnette. Entre services de réparation et boutique, bienvenue chez Tosi Paris. Ici, on surfe sur la vague des hipsters à roulettes, désirés d'abord une jolie monture. Nous, on choisit l'option avec panier devant pour promener notre chien Kiki. Un voyage de l'autre côté du globe, une escapade en plein forêt vierge, un road trip en terre australe, le tout à quelques heures de Paris, c'est la promesse des jardins botaniques de Vauville. L'étrange climat qui règne sur la presqu'île du Cotentin a permis la croissance de plantes poussant d'habitude dans l'hémisphère sud. On se la joue Indiana Jones. Un style inimitable, des silhouettes sculpturales et ultra glamour, c'est la patte de Loris Azzaro. En plus de 50 ans, il a su faire vibrer la mode féminine et lui donner un éclat éternel. Drapés fluides, broderies éclatantes et lignes architecturales n'ont rien perdu de leur superbe et cet ouvrage rétrospectif lui fait hommage brillant. Pour 100 litres de bière, 30 kilos de résidus de malt appelés drèche sont jetés à la poubelle. Les deux créatrices de Résurrection ont décidé de combattre cette injustice et de donner une seconde vie à des déchets riches en fibres et protéines. Après de nombreux essais, elles ont finalement donné naissance à ces drôles de crackers. Il fallait oser. Les mains noircies, René Tazé imprime grâce à la technique de la taille douce. Quand métal et encre se côtoient, il n'est jamais bien loin pour donner le là. René Tazé est un oiseau rare. Il est l'un des derniers à utiliser la taille douce pour ses impressions. Ça ne vous dit rien? Cette technique vieille de 6 siècles consiste à graver en creusant sur une plaque de métal en opposition à une taille en relief. Des artistes lui proposent des gravures que l'artisan commence par recouvrir d'encre. Et après, une fois qu'on a mis une bonne quantité d'encre, il faut pratiquement tout enlever. Et c'est pour ça qu'on utilise des tarlatanes, parce que l'encre peut rentrer dedans. Les tarlatanes, ce sont ces étoffes de coton très peu serrées et plutôt rigides. Ensuite, René doit se mettre dans la peau de l'artiste. Savoir jauger les nuances, plus il restera d'encre, plus le trait sera foncé. Je sens que c'est un peu trop chargé, alors je réinsiste sans trop appuyer. Ce qu'il faut, c'est vraiment on caresse la plaque tout le temps. On est des caresseurs. Une tendresse indispensable pour l'art de la taille douce. La main, c'est celle qui va travailler sur les lignes. Donc qui va aller dans le sens de la ligne, puis qui va donner les petites teintes, le moelleux. Dans la gravure, pour avoir une très bonne main, il faut avoir une main sèche. Celui qui transpire, il y a certains boulots qu'il ne pourra pas faire. Et c'est sa main qui peaufine, qui finit de lire une œuvre. Au bout d'une 50aine d'années de carrière, celle de l'artisan remplace presque ses yeux. La première fois que j'ai vu des cuves gravées, je ne voyais pas grand-chose. Maintenant, je vois la moindre petite rayure, je sais ce que ça va donner à peu près. Et voir la plaque sans être ancrée, j'ai une petite idée de ce que ça va donner déjà. Après, c'est la main, l'intervention de la main, légère, toujours légère. On comprend mieux pourquoi les mains de l'artisan sont toutes sales. Ce n'est pas parce qu'il ne s'applique pas. Non, René n'est pas un mauvais élève, il est obligé d'avoir toute la journée les mains dans l'encre. Sauf le soir. Tout le monde a toujours la peur en disant on peut se laver les mains. Heureusement, parce que si je ne pouvais pas me laver les mains, j'aurais une sacrée croûte depuis. Ah, nous voilà rassurés. Parenthèse refermée, il faut quand même l'imprimer, cette gravure. René mouille d'abord son papier. On travaille toujours sur le papier humide pour que ça prenne mieux l'encre déjà, et pour éviter que ça plisse, parce que là, il y a à peu près 300 kg au centimètre carré sur la presse. Et donc, il y a une bonne pression. Il faut que ça aille chercher les traits très fins sur la gravure. Et éviter que ça plisse surtout. La plaque de cuivre est ensuite posée sur la presse, il n'y a plus qu'à la recouvrir du papier. On a des mitaines qui nous servent à prendre le papier,
parce que vu, comme vous avez pu voir, avec nos doigts et nos mains, sinon il faudrait être obligé de se laver les mains à chaque fois. Et les mains propres, on l'a déjà dit, c'est seulement le soir. Tout est en place, c'est au tour de la lourde presse de faire son travail. Et après, on soulève tout doucement la gravure. Oui. Ce qui est beau dans une gravure comme ça, c'est lorsqu'on la soulève, l'encre elle est toute fraîche, et elle est beaucoup plus lumineuse au tirage, comme ça, lorsque c'est humide, ça brille. Après, ça va s'estamper un peu, ça va perdre un peu de sa brillance. Et après toutes ces années, René semble toujours émerveillé par le résultat. C'est le côté aussi velouté de la gravure, enfin, surtout de la pointe sèche. La pointe sèche, comme c'est c'est griffé, puis ça fait un copeau en surface. Ça fait une barbe, on peut dire. Et ça donne un côté un peu cotonneux. Et puis, c'est relief, c'est en relief. Plus c'est gravé, plus ça vient en relief. Mais on sent le trait avec le doigt. La gravure imprimée, il faudra patienter 48 heures pour qu'elle soit sèche. En attendant, il n'y a plus qu'à recommencer. Parce que toute l'encre, elle est sur le tirage, sur le papier. Et ce qui reste sur la plaque, ça sera une gravure fantôme, on pourrait dire. Ça serait tout gris. Laissons René un peu tranquille et allons voir Domiti. La jeune imprimeuse a rejoint l'atelier il y a quelques mois. C'est à l'école d'art qu'elle découvre la gravure. La première fois que j'ai touché une plaque, ça a été un coup de foudre. Elle a donc orienté son cursus, ce stage et sa carrière dans ce domaine. Depuis, sa passion ne la quitte plus. C'est le contact avec la matière, avec le cuivre. Quand on imprime, c'est le toucher avec la plaque. Le fait qu'en fait, l'image se révèle au fur et à mesure. Je trouve ça génial. Et le moment aussi où on soulève la feuille et qu'on a le résultat final, ça aussi, je trouve ça génial. Même si le métier de taille-doucier se fait de plus en plus rare, René peut être rassuré, la relève est assurée. Le designer Rami Fischler nous emmène de son agence aux portes de l'un de ses chantiers du moment, avalanche de créativité, casque obligatoire. L'univers que l'on s'apprête à découvrir est celui de Rami Fischler, un designer avant-gardiste au goût prononcé pour l'expérimentation. En 1998, il quitte sa Belgique natale pour étudier à l'ENSCI. Et après plusieurs expériences, il lance son studio de design et commence à travailler sur des projets de grande ampleur comme celui-ci. Bienvenue sur le chantier de l'Hôtel de la Bûcherie, un des projets qui a gagné le concours Réinventer Paris et que Rami dirige en collaboration avec la compagnie de Falsbourg et les architectes Perrault Richard. Ce projet est significatif car pour Rami, être designer ne s'arrête pas à simplement créer des objets. Il faut penser au contexte et à tous les enjeux que cela représente. Je fais partie d'une génération où le design d'objets a évolué aussi. Notre travail est beaucoup plus lié aux autres domaines, comme l'architecture, la sociologie, l'économie. Et ce qui fait que quand on dessine des objets, on les dessine souvent dans un contexte. On ne fait pas forcément que de l'édition. Les objets qu'on dessine ici pourront peut-être vivre ailleurs. Les espaces qu'on pense ici pourront peut-être donner lieu à d'autres projets. Loin du glamour des studios des Champs-Élysées, place à la poussière, aux murs démolis et aux casques de chantier. Mais c'est l'envergure du projet, les mains dans le cambouis et le suivi des travaux qui stimulent Rami. C'est ce qui est intéressant dans les chantiers finalement et dans les projets un petit peu plus larges que ceux du design et du mobilier, c'est qu'il y a tellement de contraintes et tellement de paramètres et tellement d'acteurs et tellement d'enjeux économiques notamment, que le projet évolue sans cesse. Il doit se simplifier, parfois se radicaliser, il doit parfois aussi répondre à des attentes qu'on n'avait pas prévues au départ. Dans ce dédale de pièces vides aux allures parfois de films d'horreur, on a souvent perdu Rami, qui a toujours une longueur d'avance. On a essayé de suivre les indications au mur telle une chasse au trésor, en vain. Puis quelques étages plus haut, on l'a retrouvé, contemplant les détails de ce lieu d'exception. C'est génial et on travaille avec beaucoup de respect évidemment parce que dans ce genre d'immeubles qui sont souvent des belles endormies, on découvre une partie du patrimoine de la ville. C'est vrai qu'à Paris, il y a cette nécessité à la fois évidemment de préserver le patrimoine. Les Parisiens y tiennent énormément évidemment et le public et les touristes aussi. Et évidemment aussi d'ancrer cette ville pour tous ceux qui y habitent dans le futur. Et voilà, je pense que le design est un bon
pont entre l'histoire passée et les besoins et la vie future dans la ville. Ce chantier fait marcher notre imagination, mais voici quelques images 3D sur ce que sera cet endroit conçu comme un écosystème dédié à la création, à la culture et à la solidarité. Ça donne envie, non ? Chaque nouveau projet est mis en place en équipe à son studio. Et sans surprise, des projets, il en a beaucoup. On vous avait dit que Rami n'avait peur de rien. C'est en fait une collaboration qui est basée sur des ponts entre projets. C'est-à-dire que l'agence travaille sur une multitude de projets dans des secteurs très différents. La culture, le bureau, le résidentiel, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et c'est quand même Rami qui fait le lien entre tout ça et qui arrive à faire des passerelles et chaque projet nourrit le suivant ou l'actuel même. Qu'il aménage un opéra, réhabilite un hôtel désaffecté, habille un restaurant ou réinvente les villes de demain, Rami Fischler fait cohabiter passé, présent et futur. Bonjour Rami. Bonjour. Merci de nous recevoir. Rami, vous êtes designer et en ce qui vous concerne, il faut redéfinir le mot designer parce que pour vous, c'est beaucoup plus large. Ça touche l'urbanisation, l'innovation, le technique, l'artisanat. Comment est-ce que vous pourriez définir votre métier ? Je pense que c'est un métier qui se redéfinit constamment. Je crois que ce n'est pas que lié à ma pratique. Je pense que c'est la chance qu'a le design en général. C'est un métier qui doit se redéfinir tout le temps selon les évolutions sociales, les évolutions économiques, les évolutions politiques parfois aussi, et industrielles notamment, qui fait qu'on est évidemment amené à travailler sur un champ très très large de projets. Vous avez passé 10 ans, Rami, chez Patrick Join à Saint-Gilles-Mancoux. Qu'est-ce que vous retenez de ces 10 années ? De cette expérience? Patrick a fait la même école que moi, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. On a cette même façon de travailler de façon très transverse et de ne pas, on va dire, créer de frontières entre les différents univers du monde du design. Donc ça m'a été extrêmement, ça a été très porteur pour moi de pouvoir expérimenter et travailler avec lui. Et puis je suis arrivé tout au début de son agence, donc j'ai profité aussi de cette expérience pour vous-même, pour moi-même et pour lui-même, de réfléchir à ce que c'est aujourd'hui de monter une agence, d'être à la fois un créateur mais en même temps un entrepreneur. C'est une rencontre évidemment qui a marqué ma vie. Évidemment, vous avez créé votre agence à la suite de cette expérience en 2011, mais avant ça, vous avez pris un peu de recul et vous êtes allé à la Villa Médicis pendant 1 an à Rome. Et là, votre projet était absolument hors du commun. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? En tout cas, la Villa Médicis a été la raison pour laquelle j'ai quitté le studio de Patrick. Et il y a eu un avant et un après. C'est aussi ça l'intérêt de la Villa Médicis. C'est un lieu hors du temps qui, je pense, doit vous changer d'une certaine manière. Il y a une façon d'y rentrer, puis il y a une façon d'y sortir, et puis de garder ce que vous avez produit ou pensé là-bas pendant un très très long moment. Donc mon travail a été un vrai travail d'observation et d'analyse d'une institution culturelle pour se demander quel est l'avenir de ce type de lieu. Alors vous êtes vraiment plongé dans l'histoire et peut-être ça vous a aussi donné à réfléchir sur le fait de transmettre, parce que vous enseignez vous-même. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps, parce que la transmission, c'est déjà grâce à ça aussi que nous-mêmes, nous pouvons travailler aujourd'hui, la transmission des professeurs, des designers avec lesquels on collabore. Donc la question de la transmission dans nos métiers est cruciale. On est un vrai métier qui fait le lien entre l'histoire et l'avenir. Alors en tant que designer et artiste, il faut avoir cette espèce de double regard. Vous avez expliqué ça à quelqu'un un jour en disant il faut avoir le regard intérieur de celui qui utilise l'objet que vous allez dessiner et celui de l'extérieur qui le fait et qui en même temps doit être l'observateur pour voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça rentre dans le contexte.
Est-ce que vous êtes capable toujours d'avoir ce double regard? Est-ce que c'est ça la difficulté aussi? C'est une très grande difficulté. Enfin, c'est en même temps le grand plaisir de notre métier. Comme un comédien doit être parfois dans son rôle et hors du rôle. Je pense il y a beaucoup de relations entre le cinéma et le design. Je pense sur la manière de présenter le monde de demain, de l'anticiper, de le formaliser et de finalement à un moment jouer aussi un rôle parce qu'on fait des choses qui vont être utilisées, vécues, appréciées des années plus tard. Et donc il y a cette façon d'anticiper le monde comme peut le faire un réalisateur ou un film. Rami, vous étiez décoré chevalier des arts et des lettres en tant que designer étranger par la France. Vous êtes élu créateur de l'année à Maison Objet. C'est aussi une reconnaissance de la pierre, l'édifice que vous apportez en tant que designer pour faire avancer les choses. Oui, c'est clairement une fierté, d'autant plus que ni moi ni mon studio ne communiquons beaucoup. On travaille beaucoup et on est sur des projets constamment et on oublie parfois de se demander si les gens voient ce qu'on fait. Les chantiers durent parfois très longtemps et donc il y a parfois des années de tunnel en fait, avant que les gens ne découvrent notre travail. Et donc c'est vrai que ces reconnaissances-là permettent de constater finalement que notre travail est reconnu et que les gens apprécient ce qu'on fait. Donc évidemment c'est une grande fierté. Merci Rami. Je vous en prie. Ne pas débourser un sou dans la capitale vous paraît compliqué, alors soyez bien attentifs car nous vous présentons 3 adresses qui ne demandent pas un centime. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale sans débourser un sou. On commence notre escapade place des Vosges et plus précisément au numéro 6, dans l'ancien appartement de l'un des écrivains les plus emblématiques de notre temps. Si on vous dit « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai », ça vous dit quelque chose? Bienvenue au musée Victor Hugo. Alors cette maison de Victor Hugo, qui n'est à l'origine qu'un appartement, celui du 2e étage, que Victor Hugo a habité de 1832 à 1848, n'est bien sûr pas tel qu'il était à l'époque de Victor Hugo, puisque c'était un appartement loué. Victor Hugo est parti avec ses meubles. Après, c'est devenu une école et c'est devenu un musée que beaucoup plus tard. Fondé en 1902, les différentes pièces de ce musée nous plongent dans l'intimité de l'écrivain. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est pas tout à fait un faux appartement, mais il est fait entièrement avec du vrai. C'est la vie de Victor Hugo qu'on traverse. On connaît tous Victor Hugo, écrivain et poète, mais moins Victor Hugo, collectionneur. Il adorait chiner des pièces anciennes dans les brocantes qu'il s'amusait à détourner avec sa femme et ses enfants. On aurait plein d'autres anecdotes à vous raconter, mais on vous laisse le plaisir de les découvrir par vous-même. C'est gratuit, alors profitez-en. Après cette escapade culturelle, escapade spirituelle et bien-être au 104. Cet espace culturel et artistique du 19e arrondissement accueille plusieurs fois par mois des cours collectifs gratuits. Cette semaine, c'est cours de Wu Tao, une discipline qui regroupe les techniques du Tai Chi, du Qigong et du yoga. Ces respirations profondes, ondulations et mouvements lents regroupent chaque week-end jeunes et moins jeunes autour d'une pause hors du temps. Si le Wu Tao n'est pas assez sportif pour vous, plusieurs ateliers de danse diverses et variés sont également au programme. Vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour ne pas éliminer les excès des barbecues estivaux et pour évacuer le stress des semaines chargées. Ce cours de yoga vous a ouvert l'appétit, alors on vous emmène prendre des cours de cuisine sur un marché. 1 à 3 fois par mois, la Fédération française de cuisine organise un atelier culinaire. Et à chaque atelier, on découvre un nouveau marché parisien. Le chef sélectionne les produits sur les stands voisins et élabore les plats du jour accompagnés de ses élèves. Et pas besoin d'être un as des fourneaux, ce cours est accessible à tous. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur le site de la Fédération. Je fais une cuisine assez simple, de saison, des choses accessibles pour tout le monde, pour les passionnés, pour les gourmands. Des bonnes combinaisons, des choses assez
inattendus pour faire plaisir, pour aiguiser les appétits et pour donner l'envie de faire à manger. Au menu ce matin, asperges, émulsion asperges-avocat, méli-mélo de tomates, fraises marinées, pickles de rhubarbe et œufs mollets. Tout un programme. Tour à tour, les élèves coupent, mixent, tamisent, assaisonnent, émulsionnent, touillent et surtout dégustent. Et ça a l'air plutôt bon, vu qu'il n'en reste plus une miette. Et rien que pour vous, voici la recette d'une marinade originale pour accompagner vos fraises. Il vous faut une poignée de mélisse, 2 cuillères à soupe de balsamique, un tour de poivre, une pincée de sel, une grosse cuillère de miel, 4 cuillères d'huile d'olive. On mixe et c'est prêt. Vous avez bien noté ? Et voici comment on peut se cultiver, se dépenser et apprendre à cuisiner à Paris sans débourser 1 centime. Légumes, épices, racines, feuilles, ici tout est bon pour donner de la couleur aux étoiles et linge de maison, que des teintures 100% naturelles chez Hall. De la rhubarbe pour colorer en jaune, de l'avocat pour les nuances de rouge. Aurélia utilise toute une palette de couleurs pour teindre, à une seule condition, qu'elle soit naturelle. C'est tout le concept de Wall, son petit atelier boutique qu'elle a créé il y a 5 ans avec une philosophie très précise. À la fois d'être ancré dans le local, pas de déchets, la teinture main, le côté bio, se poser un peu la question de la teinture, de la fibre, de l'impact en fait du textile dans notre pratique. Couverture, édredons, linge de maison, aucune fibre écologique et made in France n'échappe à Aurélia. Pour des teintes rosées, la créatrice se sert de la racine de garance. Mélangée à de l'eau bouillante, il n'y a plus qu'à tremper le tissu. J'ai fait un dégradé un peu en diagonale. Donc je peux décider de refoncer un tout petit peu une partie ou pas. Et puis de corriger éventuellement le motif. Mais là, je trouve que c'est pas mal. Ça va devenir un coussin qui va être assemblé avec un revers et une fermeture éclair. Et ce sera fait dans un atelier de réinsertion professionnelle qui fait toute notre couture. Avant de faire ses petites potions magiques, Aurélia travaillait dans le prêt-à-porter. Elle a toujours été en contact avec le tissu, mais elle voulait aller plus loin dans sa démarche personnelle et professionnelle. En fait, j'avais 1 ou 2 livres de teinture chez moi que je regardais un peu comme ça en fantasmant et en rêvant de faire. Comme des livres de cuisine, j'adore feuilleter des livres de cuisine, de recettes que je ne fais jamais. Et à force de les regarder, je me disais il faut vraiment que j'aille vers ça parce que déjà j'aime beaucoup les plantes, je me suis toujours pas mal intéressée, la naturopathie, etc. Et j'ai eu envie de sauter le pas et tout de suite ça a été vraiment un coup de foudre de faire des couleurs, de travailler avec des plantes, de récupérer, de faire bouillir, de teindre. Et en fait, ça a appelé du coup d'autres matières et ça a appelé aussi d'autres types de créations. Et c'est venu comme ça. Depuis, Aurélia ne quitte plus ses marmites. Toutes ces couleurs sont concoctées à la main et dans son atelier. Moi, ce que j'aime, c'est voir la couleur arriver sur le tissu. Ce qui me plaît, c'est la fibre aussi. La fibre et la plante, en fait. Manipuler des végétaux, des fleurs, et ensuite imaginer les déclinaisons, les transformations, les créations qu'on peut faire avec. Moi j'aime beaucoup le produit fini, donc j'aime penser le produit qui va exister derrière. Un produit forcément unique, puisque dans tous ces savants mélanges, il y a une pincée de mystère. Parfois même dans 2 approvisionnements de garance, on n'a pas exactement les mêmes rendus. L'indigo, c'est toujours un petit peu la chasse au bel extrait d'indigo, donc soit de pastel, soit d'autres indigotiers tropicaux. On travaille avec différents partenaires. C'est comme quand on prépare la cuisine, on sait à peu près à quoi on s'attend, puis des fois des saveurs ou des couleurs qui vont ressortir différemment. Et à force de côtoyer tous ces fils au quotidien, Aurélia a voulu apprendre à les apprivoiser. Sur ce vieux métier à tisser, elle confectionne aussi des petites collections ou des pièces uniques. J'ai eu envie d'expérimenter des choses que je ne peux pas forcément en plus faire de façon industrielle, donc c'est plutôt pour des petites capsules, mais ça permet d'avoir tout de suite une création immédiate avec nos fils colorés, des points de tissage et d'être vraiment dans la pratique artisanale
du tissage qui me plaît beaucoup, donc on ne peut pas dire que je sois une spécialiste, mais j'ai appris en faisant. J'ai eu des personnes aussi qui étaient vraiment pointues sur le tissage. Et pendant qu'elle s'exerce, Aurélia fait tricoter ses créations par des entreprises artisanales, jamais très loin de Paris, bien évidemment. Un monde tout en couleurs et en harmonie avec la planète, il n'y a pas de doute, Aurélia est une alchimiste des temps modernes. Version française est déjà terminée, j'espère vous retrouver très vite et en attendant, n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!